Je dois bien reconnaître ce soir que la dissolution a apporté pour le moment davantage de divisions à l'Assemblée que de solutions pour les Français. Une dissolution et une censure, 4 chefs de gouvernement, un pays sans budget, avec 176 jours de vacances du pouvoir, soit près d'un jour sur deux, 2024 restera comme une année chaotique dans l'histoire de la Ve République. 9 juin au soir, le résultat des élections européennes est catastrophique pour le camp présidentiel. Le Rassemblement national l'emporte avec 31% des voix. La réponse d'Emmanuel Macron est immédiate. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Le parti de Marine Le Pen arrive en tête au premier tour des législatives anticipées. La gauche, unie au sein du nouveau Front populaire, l'emporte au second tour grâce au Front républicain et réclame Matignon. Le président a le devoir d'appeler le nouveau Front populaire à gouverner. Après 2 mois de tractation, Emmanuel Macron nomme finalement Michel Barnier à Matignon. Nous sommes dans un moment grave. Qui dégainera le 49.3 sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale. J'engage la responsabilité du gouvernement. Avant d'être renversé par le RN et la gauche, laissant le pays sans budget, une censure inédite depuis 1962. Le Premier ministre doit remettre au président de la République la démission du gouvernement. Désormais, c'est le gouvernement de François Bayrou qui pourrait être renversé à son tour. Je n'ignore rien de l'Himalaya qui se dresse devant nous. C'est le 4e Premier ministre de l'année écoulée, un record sous la 5e. On peut dire que 2024 a été une des pires années de la Ve République. C'est une crise d'un style nouveau. En 2024, on a un rebond d'une crise politique profonde qui date déjà depuis quelques années sur l'espace parlementaire. Ça, c'est en effet assez nouveau. En tout cas, ça l'est depuis 1962. Et donc, par définition, on est dans quelque chose qui, à minima depuis 62, est assez inédit. Si Emmanuel Macron a dissous l'Assemblée nationale car il ne disposait pas de majorité absolue, il se retrouve à l'issue des législatives anticipées face à un hémicycle encore plus divisé. Il faut voir que la crise que l'on vit aujourd'hui est une crise fondamentalement, essentiellement politique. C'est-à-dire qu'on a une tripolarisation de la vie politique. Il n'y a aucune majorité réellement possible, ce qui, dans tout régime politique, induit de facto un blocage, parce que pas de majorité. La Ve République est un régime parlementaire, égal blocage, et donc c'est vraiment cette tripolarisation entre un bloc gauche très cohésif, un bloc centriste en voie de fragilisation et un RN dynamique qui entraîne cette situation politique. Le clivage droite-gauche, on a besoin de le dépasser pour répondre à nos défis. En prenant le dépassement politique, Emmanuel Macron a été dès 2017 un accélérateur de cette tripartition qui paralyse aujourd'hui l'Assemblée nationale. Il est évident qu'à partir du moment où vous avez un parti qui remet en question l'alternance traditionnelle qui existe depuis 1958 entre la droite et la gauche, forcément, vous remettez a priori en question le fonctionnement des institutions. Emmanuel Macron obtient en 2017 60% des députés, mais c'est 34% des votants au premier tour et uniquement 17% des inscrits. Autrement dit, moins de 2 Français sur 10 qui portent leur suffrage au premier tour sur un candidat, l'AREM ou MoDem en 2017. Alors ça donne une majorité absolue, mais en soi, ça reste une minorité électorale. Et cette minorité, dès lors qu'elle est fragilisée, elle ligue contre elle le pôle droite et le pôle gauche. Et là, vous accélérez une crise politique qui était déjà latente. Le problème, c'est que derrière, il s'en est suivi une forme de dépit démocratique et un mécontentement populaire qui n'est pas dû seulement au président de la République actuelle, parce que c'est une longue suite d'essoufflements. On avait déjà constaté ça lors des précédentes élections présidentielles et lors des précédents quinquennats, sous François Hollande, sous Nicolas Sarkozy, il y avait aussi du mécontentement. Et le problème, c'est que Emmanuel Macron a poussé jusqu'au bout la logique du présidentialisme, et aujourd'hui, on en voit les conséquences. C'est en cela qu'il y a un côté un peu inédit. Le chef de l'État est aujourd'hui considéré comme le principal responsable du chaos politique. Une partie des Français, des élus de tous bords, le poussent même à démissionner. Il n'y a qu'une seule et unique solution, que le président s'en aille. Pour certains spécialistes, c'est la croyance dans l'homme providentiel qui est à l'origine de la crise actuelle. C'est l'idée que, en confiant les clés du système institutionnel à une seule institution, à une seule personne, on va résoudre tous les problèmes. Et on voit depuis maintenant de nombreuses décennies que ce système suscite très rapidement de la déception. Et en plus, avec le quinquennat qui est en vigueur depuis les élections présidentielles de 2002, on a une hyper-présidentialisation, puisque pendant 5 ans, jusqu'avant 2022 en tout cas, le président gouvernait avec un Premier ministre qui lui était totalement subordonné. Dès lors, au fil des quinquennats, ce dépit s'est transformé en colère
dans la rue et dans les urnes, et notre système institutionnel est totalement déséquilibré. Il a apporté par le passé de l'équilibre, de la stabilité, mais aujourd'hui ce n'est plus le cas. Et donc, je fais partie de ceux qui pensent que le présidentialisme est l'origine principale de la crise que l'on vit et qu'il faudrait remédier à cela en rééquilibrant notre système. On n'est pas très loin d'une crise de régime. Faut-il dès lors changer de république comme le souhaitent certains responsables politiques et une majorité de Français selon un sondage? C'est une crise d'un style nouveau et c'est vrai qu'elle remet en question nos pratiques institutionnelles. Il me semble qu'on peut se contenter de modifier la Ve République pour la faire mieux fonctionner. La Constitution n'est pas parfaite. Elle montre un certain nombre de signaux de faiblesse qui aujourd'hui mériteraient qu'on s'y intéresse. De l'autre côté, l'idée que en fait, tout est dans les institutions et que si on passe à une 6e République, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, mais quoi qu'il arrive, tout ira bien. En réalité, là non plus. Si on regarde par rapport à nos voisins, notre régime a des points de blocage. Ces points de blocage rendent plus difficile la formation de coalition. C'est notamment le cas du mode de scrutin. Tout le monde est à la proportionnelle en Europe, sauf nous et les Anglais. Ça peut permettre d'avoir des majorités pléthoriques quand il y a une bipolarisation, mais hors période de bipolarisation, le mode de scrutin devient un point de blocage. Donc on peut évoluer sur certains aspects. Ensuite, il n'y a aucun régime politique, aussi parfait soit-il, qui peut fonctionner avec une tripolarisation de la vie politique qui est structurelle et qui est étanche. Et donc forcément, ça fait une crise politique. Que vous soyez sous la 4e, la 5e, la 6e, la 7e République, vous vous retrouvez à un point de blocage. Face à cette paralysie de l'Assemblée, les premiers ministres successifs appellent au compromis et à la négociation entre les différentes forces politiques. Nous allons faire du dialogue et de la culture du compromis un principe de gouvernement. Ce que Michel Barnier n'est pas parvenu à faire sur le budget, provoquant la chute de son gouvernement. Il y a tous les compromis possibles. On a pratiqué en permanence dans notre vie politique la culture du compromis. On s'étonne qu'aujourd'hui, les hommes politiques n'en soient plus capables. Mais ça s'explique parce que depuis 1962, on a ignoré le compromis. Le mot de compromis, c'est pas un gros mot. Chacun des partenaires institutionnels a des choses à faire évoluer, à commencer par la présidence de la République. Et pour cela, il faudrait revenir au texte initial de la Ve République afin d'assurer une meilleure répartition du pouvoir. En 1958, il était prévu que le président soit un arbitre qui soit au-dessus du jeu des partis et le Premier ministre et le gouvernement, c'est l'article 20 de la Constitution, le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation. Si vous redonnez au gouvernement cette capacité, vous permettez au président de la République de revenir à son rôle d'arbitre, de surplomb, si vous voulez, qui le protège d'ailleurs au passage des critiques de cette idée, de cette impression qu'il est le responsable de tout. Et à partir de là, vous lui redonnez une popularité, vous redonnez de l'espace au Premier ministre et partant de là, de l'espace à l'Assemblée nationale où là peut se produire justement un système de négociation. Et on voit bien qu'aujourd'hui, ce qui empêche les compromis entre les partis, c'est l'obsession de la présidence de la République, puisqu'on a des deux côtés de l'échiquier politique, du côté de la France insoumise et du Rassemblement national, une stratégie qui ne repose que sur l'élection présidentielle de 2027. Enlever précisément du pouvoir au président de la République, vous enlevez précisément cette forme d'obsession de l'élection présidentielle et vous redonnez, me semble-t-il, plus de souffle à la démocratie. Il faut rééquilibrer le système avec davantage de pouvoir au Parlement, davantage de pouvoir au gouvernement et au Premier ministre et aussi à la société civile et au peuple qui sont quand même les grands absents des débats politiques actuels. On peut interroger par exemple la question du champ du référendum. Le champ du référendum aujourd'hui est très restreint. On peut multiplier les référendums d'initiative citoyenne. Il y a des modifications constitutionnelles qu'on peut essayer de poser, mais aucune n'est miracle.